On va revenir à présent sur ce drame la nuit dernière et la mort de 27 migrants. Voici des images tournées aujourd'hui sur cette plage de Calais. Ce qu'on reconnaît ici, eh bien, c'est cette embarcation pneumatique qui a donc chaviré en tentant de faire la traversée dans des conditions particulièrement difficiles pour cette trentaine de migrants. Parmi les victimes, 17 hommes, dont 2 sont décédés à l'hôpital. 7 femmes et 3 jeunes dont on ignore encore l'état exact. Voici une carte qui nous montre ici Calais et à quel point finalement la traversée avec tous les dangers qu'elle présente est tentante pour ces migrants puisqu'il y a à peine 35 km à traverser ici dans la Manche. Le problème, c'est qu'au-delà des conditions de navigation, c'est aussi ici presque une autoroute de la mer avec des centaines de bateaux qui sont tous les jours ici et qui font que c'est toujours plus dangereux. L'émotion sur place, en tout cas, est énorme. Ce matin, on va s'en rendre compte à Calais avec ce reportage de Barbara Six et Alexandre Lépinet. Le naufrage qui devait arriver, une catastrophe sans précédent pour Calais, qui émeut forcément toute la population. Évidemment qu'on est triste, mais comment l'empêcher, madame? Comment l'empêcher? Car le phénomène n'est pas nouveau. 30 ans que Calais vit au rythme de ses tentatives périlleuses pour gagner l'Angleterre. Quand on fuit son pays de naissance, qu'on traverse toute l'Europe, qu'on fait 5000 km, qu'on est prêt à donner des fortunes à des passeurs pour rejoindre l'Angleterre et avoir une vie meilleure, on ne peut que les comprendre. Surtout quand on voit que c'est au péril de leur vie, quoi. Et visiblement, la tragédie d'hier n'a pas découragé les migrants. Ce matin encore, un groupe d'une 60aine de personnes a tenté de prendre la mer. Gilets de sauvetage encore sur le dos, ils ont été pris en charge par les autorités pour être conduits dans des centres d'hébergement. Des images qui se répètent et qui interpellent les habitants. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. C'est choquant ? Oui. Franchement, oui, parce que y a la détresse des gens et on ne peut pas les laisser comme ça, quoi. C'est des humains, donc les traiter comme on les voit traités, c'est dur, ouais. Et c'est pas normal. Pour les associations qui leur viennent en aide, c'est la fois de trop. C'est horrible. C'est horrible. Vous vous rendez compte, vous vous promenez avec des enfants et vous allez voir des corps le long de la grève, le long de la plage. C'est pas possible. Nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021 et nous sommes encore confrontés à la mort banalisée. À Calais ce soir, 2 cérémonies de recueillement sont prévues, dont une sur le parvis des droits de l'homme. Alors au-delà de l'émotion, quelle réponse, et notamment cette question qu'on va aborder avec notre invité Yves Pascouot, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. On a une situation humaine qui est dramatique mais qui n'est pas récente. Pourquoi est-ce qu'on explique cette recrudescence comme ça des tentatives de traversée de la Manche ? Il y a au moins deux voire 3 phénomènes. Il y a un phénomène conjoncturel qui est que l'état de la mer permettait des traversées hier soir. Et ensuite, il y a à la fois le phénomène de sécurisation constante, notamment du port et des accès du port, qui a fait se déporter les départs ailleurs. Et à ce phénomène s'ajoute celui des small boats, donc de ces filières de passeurs et ces filières criminelles qui mettent à l'eau de plus en plus de bateaux. Et donc, on a vu ce phénomène-là exploser depuis 2021. Et on a finalement la conséquence de quelque chose qui était prévisible, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, plus il y a de monde sur l'eau et plus il y a de risques que des drames surgissent. La SNSM le confirme, la mer est incroyablement calme en ce moment pour un mois de novembre et sa situation va se dégrader. C'est ce qui explique que les passeurs encouragent leurs clients à traverser. Des passeurs qui gagnent d'ailleurs des milliers d'euros, c'est des vraies organisations mafieuses. Que peut le politique face à cela ? Le politique peut prendre des orientations et poser des actes. Et ensuite, il appartient aux politiques, et notamment sur cette question-là, au groupement de politiques, déjà sur une relation britannique et française, mais possiblement aussi une relation plus large, britannique-française, mais aussi belge, néerlandaise, voire même plus élargie, de prendre en considération le phénomène et d'essayer de trouver des solutions qui permettent d'une part, effectivement, et ça c'est une chose qui est récurrente, de mettre un terme à ces filières de passeurs, et d'autre part, de traiter avec l'humanité élémentaire la situation des personnes. Mais je pense qu'il va falloir à un moment donné se poser la question véritablement de savoir quelle est la direction politique qu'il faut prendre. La réalité, c'est que ça fait 10,
20 ans maintenant que la logique est de continuer à renforcer la frontière et à rendre le passage plus difficile. On voit que ça ne fonctionne pas puisque des passages se réalisent, que c'est de plus en plus dangereux. Oui, parce qu'il y a des départs précipités, parce qu'il y a les forces de l'ordre, donc on va très vite et on y va même quand la mer se déchaîne. Plus on ferme une frontière, plus on ferme un passage, plus le passage se fait à côté et est dangereux. Et là, il est rendu d'autant plus dangereux qu'il est instrumentalisé par des organisations criminelles et qui jettent carrément sur l'eau des personnes dans des conditions épouvantables. Est-ce qu'il n'est pas, avec toutes les guillemets d'usage, aussi instrumentalisé par les politiques? C'est Emmanuel Macron qui demande notamment à Boris Johnson de ne pas instrumentaliser cette tragédie. Mais il y a quelques semaines, c'était aussi les autorités britanniques qui demandaient aux Français de contrôler un peu plus parce qu'il y avait... C'est un jeu de domino, hein, l'histoire des quotas de pêche avec les bateaux et les migrants servaient presque, pardon, mais de monnaie d'échange. La question migratoire de manière générale et des migrants en particulier est une question qui est doublement sensible. Elle est sensible politiquement, notamment au Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni a fait du Brexit, ou a fait de la question migratoire un élément central du Brexit, en disant, grâce au Brexit, nous allons reprendre le contrôle de nos frontières et donc reprendre le contrôle de l'immigration. Et ensuite, c'est une question éminemment sensible, à la fois pour les Britanniques, mais aussi pour les Français et les Européens de manière générale, puisque c'est une question qui touche à la souveraineté. Et là, on touche à l'intimité, et donc mettre ensemble tous ces éléments, tous ces défis, relève d'une opération excessivement difficile, et ce qui explique en fait l'extrême sensibilité de cette question des deux rives de la Manche, mais plus largement sur le territoire européen. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi l'Angleterre et le Royaume-Uni restent à ce point un Eldorado pour les gens qui veulent? Ils viennent de loin, hein, parfois. Ça, ce sont des Kurdes, en l'occurrence. Ils viennent parfois même d'Iran. Pourquoi est-ce qu'ils veulent encore aller en Angleterre? Je pense qu'il y a un ensemble d'éléments, dont notamment le fait que le Royaume-Uni a été un grand pays dans l'histoire et l'histoire du Royaume-Uni continue à poursuivre ce pays-là. Ensuite, il y a eu des phénomènes de migration assez importants en direction du Royaume-Uni. Donc, il y a des communautés qui existent aujourd'hui, qui sont bien établies au Royaume-Uni. Il y a l'idée qu'on pourra accéder facilement à un travail, à un logement, donc reconstruire ou construire sa vie. Et en fait, aussi pendant longtemps, il y a eu cette idée que le Royaume-Uni ne contrôlait pas l'identité des personnes et qu'à partir du moment où on accédait au territoire britannique, eh bien, on avait la possibilité de se fondre de manière beaucoup plus importante. Ben, disons qu'il n'y a pas de contrôle d'identité, ça a changé maintenant, mais possiblement que cette idée-là demeure encore importante dans le récit qui est porté par les migrants ou ceux qui leur... Restons avant de venir à l'Europe sur vraiment la relation franco-britannique. La frontière, elle était côté français. Ça fait 20 ans depuis les accords du Touquet qui sont entrés en vigueur en 2004 que c'est le cas. Est-ce que c'est normal? J'aurais tendance à vous demander, est-ce que vous trouveriez normal que la France aille contrôler la frontière nord du Maroc? Je pense qu'a priori, ce n'est pas normal. Cela étant dit, c'est un accord entre la France et le Royaume-Uni. La France accepte de prendre une part du contrôle de la frontière. Contre rémunération. Contre rémunération selon trébuchante, contre la construction ou à la faveur de la construction de dispositifs de sécurité ou d'hypersécurisation croissants. Mais c'est une vraie question. Est-ce que les autorités françaises sont là pour assurer le contrôle de la frontière britannique? En tout état de cause, les deux pays, au travers des accords du Touquet, l'ont convenu. C'était en 2003. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Ça, c'est peut-être la discussion qu'il y aura entre Boris Johnson et Emmanuel Macron. Mais plus largement, réunion dimanche, ce sera à Calais avec les ministres européens et la Commission européenne. On le voit, hein, au-delà même de cette frontière-là, c'est le cas avec la Turquie, la Grèce, c'est le cas avec la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Ça devient un enjeu politique communautaire, ces histoires de migration. Que peut l'Europe face à ça? L'Europe peut beaucoup. Elle a déjà fait beaucoup. Ça fait 20 ans que l'Union européenne agit dans le domaine de l'asile et de l'immigration. L'Union européenne agit de manière très très importante sur la question de la gestion de la frontière extérieure, tant en termes de droits qu'en termes de moyens. Frontex en est un exemple. Mais au-delà de tout ça, au-delà de l'action qui a été réalisée déjà depuis 20 ans, on voit bien que la question migratoire, c'est aujourd'hui le point névralgique de l'Union européenne. Si on prend les 10-12 dernières années, l'Union européenne a affronté 5 crises. 4 d'entre elles ont été surmontées ou moins dépassées et il n'y en a qu'une seule qui reste difficile. Sur les 4 crises, la crise financière, la crise de l'euro a amené des réponses communes de la part des États.
le terrorisme. Les États ont convenu de mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour combattre le terrorisme. La troisième crise, évidemment, le Brexit, où le lendemain du référendum britannique, les 27 n'en fait qu'un seul, et la dernière crise en date, le Covid. Mais donc de ces 4 crises, l'Union européenne a trouvé des voies de solution Et est sorti communes, presque renforcé. et parfois est sortie renforcée. Et la seule crise depuis 2015 qui divise profondément les États européens, c'est la crise migratoire. Donc là, on a vraiment le point névralgique, le talon d'Achille de la construction européenne. Et donc, il va falloir redoubler d'efforts pour redéfinir des objectifs, des moyens et savoir ce qu'on cherche véritablement. Comment est-ce qu'on veut construire un espace européen de protection pour les Européens, mais aussi de protection pour ceux qui sont en demande de protection internationale? On le voit, c'est un sujet qui monte notamment en France dans la campagne présidentielle, mais pas que. Comment on fait quand on a la Pologne qui dit « je vais gérer ça tout seul », qu'on a la Grèce qui fait face, ou l'Italie a des afflux comme ça de migrants, ou alors la Grande-Bretagne qui... Il y a aussi de la politique, instrumentalise un petit peu tout ça. On se retrouve finalement à gérer une situation de souveraineté, vous le dites, au sein du pays, mais en même temps de devoir gérer une réponse commune pour être crédible. Comment on fait? C'est peut-être un peu prosaïque et je n'ai pas de boule de cristal non plus, mais déjà on peut éviter de faire monter ce sujet en permanence au niveau du Conseil européen et faire croire aux citoyens européens que c'est parce que les chefs d'État ou de gouvernement maîtrisent la question que la question est maîtrisée. On peut appliquer ce qui existe déjà. Ce que ne savent pas beaucoup de gens et de monde, c'est qu'il existe aujourd'hui 20 ans de législation européenne en matière d'asile et d'immigration qui, si cette législation-là était correctement appliquée par les États membres de l'Union européenne, eh bien la situation serait bien meilleure. Et enfin, on peut aussi éviter ou essayer de sortir de l'actualité et poser une discussion pacifiée sur la question migratoire sur le long terme. À quoi ressemblera la migration dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années? Vous sauriez, mais c'est ce qu'on fait en matière d'environnement. Bien sûr. En matière Et d'environnement. on voit à quel point le sujet hystérise la campagne présidentielle en France. Mais parce qu'on ne le prend que sous un seul angle. C'est déjà, quand on arrêtera de lier immigration, sécurité, terrorisme et qu'on prendra en considération le fait que la migration, c'est tout simplement, il y a une définition assez simple qui est donnée par le professeur François Crépeau, c'est la migration, c'est un voyage à la recherche de la dignité. Mais prendre en considération cet élément-là qui a traversé les âges et les siècles, c'est aussi se poser la question de ce qu'est la migration, ce qu'est ce voyage et comment est-ce qu'on peut collectivement, dans un espace commun qui a déjà un ensemble de règles relativement important et relativement solide, préparer l'avenir, plutôt que de se déchirer. On entend beaucoup parler, quand on évoque ces sujets en Europe, des accords de Dublin et de l'espace Schengen. Il y a beaucoup de candidats, encore une fois, qui disent qu'il faut revenir sur Schengen, en gros, de la libre circulation dans l'espace communautaire. Là encore, il y a des réformes indispensables. La présidence française de l'Union en 2022 peut être l'occasion? Manifestement, la présidence française de l'Union européenne qui va commencer au 1er janvier a sur sa feuille de route un ensemble de propositions pour réformer Schengen. Je n'ai pas vu ce qui était dans les cartons, mais ça fait partie des thèmes de discussion. Maintenant, on peut essayer de changer Schengen et de renverser la table. Encore faut-il savoir ce qu'on veut faire. Et que Schengen, il faut aussi être tout à fait conscient de ce que Schengen est en fait pas un élément essentiellement de la politique migratoire. Schengen, c'est un élément du marché intérieur. Le marché intérieur qui permet aux personnes, aux services, aux biens de circuler librement sans entrave dans un espace sans frontières intérieures, c'est précisément ça qui a permis l'éclosion de Schengen. Et l'éclosion de Schengen appelle en réalité à l'étape suivante qui est de coordonner, voire d'harmoniser les politiques migratoires. En réalité, remettre en cause Schengen, c'est tout simplement remettre en cause le marché intérieur et remettre en cause l'ensemble des avantages que le marché intérieur produit au plan économique et pour les consommateurs. Comme souvent, c'est un peu plus complexe quand on va dans les détails que certains discours. Merci en tout cas, Yves Pascou, d'avoir accepté notre invitation sur France Info.